Bonjour tout le monde. Dans cette capsule, nous entamons le mythe d'Édipe pour mieux comprendre la tragédie moderne d'Antigone de Jean Anouilh. Ensuite, nous présentons les personnages principaux de cette pièce théâtrale. Alors, qui est Jean Anouilh? Jean Anouilh naît à Bordeaux en 1910 d'une famille franco-basque, d'un père tailleur et d'une mère musicienne. C'est un dramaturge, auteur français. Il est décédé en 1987. Parmi ses œuvres, L'Hermine, Le Voyageur sans bagage, Eurydice, l'Alouette. Jean Anouilh a réécrit Antigone de Sophocle. Sophocle est un dramaturge grec, ancien, en lui donnant une dimension moderne, un sens moderne. Mais comme toujours à la mythologie, il faut remonter à la génération précédente pour tout comprendre. Édipe est devenu roi de Thèbes, car il a résolu l'énigme du Sphinx, qui a terrorisé les habitants de Thèbes. La Sphinx, c'était un monstre, avait une tête de femme, un corps de lion, une queue de serpent et les ailes de l'aigle. Elle posait à tous les voyageurs une devinette et dévorait ceux qui ne pouvaient répondre. Quand Édipe se présenta, la Sphinx lui demanda « Peux-tu me nommer l'être unique qui marche tantôt à 2 pattes, tantôt à 3, tantôt à 4 pattes ?» Édipe, bien sûr, trouva la réponse. Il lui dit « L'homme ». La Sphinx, vaincue, se tua. Et les Thébains prirent Édipe pour roi et épousa Jocaste. Jocaste, c'était la reine de Thèbes, la veuve du roi Laïos, mort depuis peu. Avec Jocaste, Édipe a 4 enfants, Polynice, Éthéocle, Ismène et Antigone. La peste s'abat sur Thèbes. La peste, c'était une pandémie qui tue les Thébains et c'était une malédiction divine. Pour sauver la ville, Édipe doit trouver le coupable qui a tué Laïos, ex-roi de Thèbes. Au terme de l'enquête, Édipe découvre la vérité amère. Il est lui-même le coupable qu'il recherche. Mais il y a pire. Il découvre que Laïos était son père et Jocaste sa mère. Après cette révélation, il se crève les yeux et il part en exil. Pendant ce temps, Éthéocle et Polynice se disputent le pouvoir, c'est-à-dire qui va régner sur Thèbes, qui va être roi de Thèbes, et s'entretuent. C'est craignant le roi qui va recueillir Ismène et Antigone, il prend le relais du pouvoir. Il devient roi de Thèbes. Et Aimant devient le fiancé d'Antigone. Créon, roi de Thèbes, a ordonné d'imposantes funérailles à Éthéocle et considère Polynice comme un traître, un révolté qui devrait être laissé sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals pour servir d'exemple. Cette histoire de politique a été complètement rejetée par Antigone. Elle brave la loi de son oncle et enterre le cadavre de son frère au prix de sa vie. C'est à ce moment-là que la pièce d'Antigone commence. Un décor neutre, 3 portes semblables. Au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Le prologue se détache et s'avance. Anouilh invente ce personnage en s'inspirant du théâtre grec. Rappelons la première scène. Le prologue, c'est-à-dire pro, c'est avant, et logo, c'est discours. Le chœur joue, comme dans la tragédie grecque, un rôle de commentateur. Et voilà, maintenant le ressort est bandé, cela n'a plus qu'à se dérouler tout seul et de messager. C'est le cœur qui tire également la leçon morale du drame. Les personnages.
Le prologue commence par Antigone. C'est la sœur d'Ismène et la nièce de Créon et la fiancée d'Aimon. De petite taille, maigre, noiraude, silencieuse, courageuse, rêveuse, pensive, renfermée et rebelle. Ismène, sœur d'Antigone, nièce de Créon. Elle est blonde, belle, éblouissante, tout à fait différente d'Antigone. Heureuse, rieuse, sensuelle, a le goût de la danse et des jeux, du bonheur et de la réussite. Dès le début, ces portraits offrent un jeu de contraste. Antigone n'a rien à voir avec sa sœur Ismène. Une est silencieuse, l'autre est bavarde. Une est renfermée, l'autre rit. Par ses attitudes, ses gestes, ses actes, Antigone affirmera sa liberté face aux autres personnages. Sans compromis. Au contraire, Ismène rit, échange avec les autres, elle est en recherche du bonheur. Ces deux thèmes, qui est la liberté et le bonheur, s'opposent sans cesse tout au long de la pièce. Ce sont aussi deux femmes et deux beautés qui s'opposent. Créon, roi de Thèbes, oncle d'Antigone et d'Ismène. Homme robuste, de cheveux blancs, ridés, fatigué. Méditatif, il pense lui aussi, aime la musique, les flâneries. Le premier personnage de la cour, au passé bien sûr, il a pris la place d'Édipe et de ses fils. Avec Créon, Anouilh commence une réflexion sur le pouvoir. Créon doit respecter la loi des hommes, mais Anouilh lui donne une dimension supplémentaire. Il abandonne ses divertissements et tente de faire de son mieux. Aimon, fils de Créon, fiancé d'Antigone, jeune prince, vigoureux, il refuse de devenir un homme comme son père. Il dit « Regarde-moi, c'est cela devenir un homme, voir le visage de son père en face un jour. » Il veut rester enfant, il pense que son père peut tout faire. « Tu es le maître, tu es encore puissant, toi, comme lorsque j'étais petit. » Lors de la mort d'Antigone, qu'il ne supporte pas, Aimon se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone. Eurydice, l'épouse de Créon, la mère d'Aimon. C'est la vieille dame qui tricote, la femme de Créon. Elle est bonne, digne, aimante, mais elle ne lui est d'aucun secours. La nourrice, c'est une création d'Anouilh. Elle est la vieille femme, affectueuse et vigilante, la nounou réconfortante qui a du mal à comprendre le dessein d'Antigone, c'est-à-dire les arrière-pensées d'Antigone. « Tu te moques de moi alors? Tu vois, je suis trop vieille. Tu étais ma préférée malgré ton sale caractère. » Le page. Il accompagne Créon dans plusieurs scènes et souligne la solitude du roi. Il n'est d'aucun secours pour Créon, juste une oreille silencieuse. Il rêve un jour de devenir grand. Le messager, c'est un garçon pâle, solitaire. Il montre sa tristesse dès le prologue. À la fin de la pièce, il vient annoncer avec 1000 détails la mort d'Aimon. Les gardes. Ce sont 3 hommes rougeaux qui jouent aux cartes. Ils sentent l'ail, le cuir et le vin rouge. Ils sont dépourvus de toute imagination. Ils sont satisfaits de la justice de Créon. Ils ne sont pas concernés par la tragédie. Et lorsque le rideau tombe, ils continuent à jouer aux cartes.